Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Comme tous les mardis matins, 9 h, on prend notre dose de caféine, de bonne humeur, de bonnes pratiques, de sujets inspirants, tout ce qu'il faut pour lancer votre journée, votre semaine, que vous soyez en train de nous écouter en live dans le groupe Facebook Rassemblimo, en vidéo sur la chaîne YouTube ou en podcast dans vos oreilles, peu importe. On est là pour passer un bon moment avec vous, 40-45 minutes pour devenir un meilleur agent immobilier, un meilleur conseiller immobilier. En tout cas, merci de votre fidélité, de votre curiosité aussi, parce que je me suis souvent plaint du manque de curiosité de certains professionnels de l'immobilier sur ce qui se faisait, sur les outils, les solutions, les parcours inspirants, bref, tout ce qui peut nous permettre de passer au niveau supérieur. Donc, merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous tous les mardis matins en live ou le lundi en podcast. On a déjà des gens qui nous font un petit coucou en commentaire. Je vous redonne les règles d'usage. Je vais être encore relou comme d'habitude. Je vais couper le son sur mon téléphone. Je vais être relou comme d'habitude. Pensez bien à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Par exemple, Marielle Cazot, mauvaise élève. Salut Marielle. Du coup, il y a marqué Facebook User. Voilà. Donc, je ne sais pas qui c'est. Heureusement, mon téléphone m'indique bien que c'est Marielle. Donc, salut Marielle. On est ravis de te retrouver là, qui était une de nos invités juste avant l'été. Salut Marielle. Salut Nicolas. Voilà, Nicolas et Philippe. Ce sont des bons élèves. Donc, Philippe nous dit bonjour à nos orateurs et à nos auditeurs. Nicolas nous dit salut Sébastien et Cyril. Voilà. Merci à tous encore une fois d'être présents ce matin. Encore une fois, pensez bien à cliquer sur le lien pour qu'on puisse savoir à qui on s'adresse pendant ce live. Vous êtes déjà une douzaine à être connectés. Ça fait déjà 2 minutes. C'est bien. Marielle nous dit « Je suis la mauvaise élève comme toujours ». Ah ouais, Marielle, c'est ton côté un peu libre, tu vois, un peu rebelle. Allez, je vous propose qu'on démarre cette interview ensemble. N'hésitez pas encore une fois à interagir avec nous. Cyril nous consacre 45 minutes de son temps, donc profitez-en, il est précieux pour poser toutes vos questions, interagir sur les différents sujets qui vont être les nôtres aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti pour ce nouveau numéro. J'accueille ce matin Cyril Cazot. Cyril, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers qui vont nous voir ou nous écouter? Avec plaisir. Bonjour à tous. Merci Sébastien pour ton invitation. Avec plaisir. Je m'appelle Cyril Cazot, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants. Je suis directeur des agences Lyon Rose. Donc, on est situé sur l'est lyonnais. On a 5 points de vente. On fait évidemment beaucoup de transactions anciennes. On a aussi une partie transactions neuves, une partie gestion immobilière et syndic. Donc ça, c'est mon associé qui gère la partie syndic. La partie gestion immobilière, on la gère à 2 et la partie transac, c'est moi. Donc voilà, on est du coup dans le groupe, on est une 50aine. On a aussi une filiale de courtage de prêts. Voilà. Et puis je sais pas ce que je peux dire de plus. Non, c'est déjà très bien comme ça. Je me suis déjà noté 2-3 points parce que j'ai souvenir de quelques conversations qu'on a pu avoir il y a quelques mois, voire années, sur des projets que tu avais qui aujourd'hui visiblement ont vu le jour. Donc on y reviendra avec plaisir. Je pense au neuf. Il y en a plus qui n'ont pas vu. C'est ça. Pas vu le jour, mais ceux qui ont vu le jour, il faut le souligner. C'est la vie d'un entrepreneur, mais je me souviens que tu m'avais parlé de cette idée, cette envie en tout cas d'embrasser le sujet du neuf, et je vois que c'est d'actualité, donc on pourra éventuellement. Depuis 2 ans, début d'année, ça fera 2 ans qu'on fait du neuf. Je veux bien en parler parce que c'est quelque chose qui apporte. Voilà, moi ça m'apporte 600-700 000 euros de chiffre d'affaires par an supplémentaire très facilement. Très facilement. Il faut trouver évidemment les talents, mais par contre, c'est une autre façon de faire. Et je pense que toutes les agences devraient le faire, ou au moins s'ouvrir à ça. Super. Écoute, on va y revenir ensemble. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions, à nous faire un petit coucou. Salut Jérôme, salut Clément, qui est avec nous également. Cyril, c'est drôle parce que tu parlais tout de suite là de talent. Donc je voudrais qu'on revienne aussi sur le recrutement. Est-ce que tu peux nous refaire avant ça un petit saut sur ton parcours? Comment on en vient à l'immobilier? Alors, comme beaucoup de gens, chez beaucoup de gens, c'est par hasard. Mais dans ton cas, comment est-ce que ça s'est fait? Ouais, après, oui. Après, je sais pas, quand on dit par hasard, ça veut dire qu'on n'avait pas prévu ça quand on était gamin. Ouais, je sais, ça ne doit pas faire partie des professions qui font l'objet d'une vocation, quoi. Mais oui, voilà. Donc, parce que moi, tous les métiers que j'ai fait, en fait, c'est par hasard. Enfin, j'ai jamais eu de passion en me disant je veux faire ça, etc. Si, je voulais être avocat, mais je me suis pas donné les moyens pendant les études. Mais ça, par contre, c'est quelque chose que je regrette
Si j'avais eu la mentalité d'aujourd'hui, je pense que j'aurais fait plus d'études pour être avocat. Mais bref, moi, je suis un vendeur dans l'âme. J'ai toujours aimé vendre. Enfin voilà, j'ai su que j'étais fait pour la vente quand j'avais 16 ans et que je bossais dans une boulangerie l'été et que je fourguais les flancs à la fin de la journée avec des promos, des machins et tout. Donc voilà, j'adorais ça. Et puis du coup, j'ai bossé. En fait, c'est pas compliqué. J'ai fait 3 activités. À 20 ans, 19 ans, j'ai bossé chez Darty en extra pendant mes études. Et j'étais en école de commerce, mais j'ai arrêté. Et du coup, je me suis embauché chez Darty. J'ai bossé chez Darty pendant 2 ou 3 ans. Donc jusqu'à 23 ans. À 23 ans, j'ai cassé ma voiture. Et du coup, j'ai su que quand on bossait dans l'automobile, on avait une voiture de fonction. Donc, je me suis dit, je vais aller bosser dans l'automobile. Donc, voilà, l'opportunité. Et là, du coup, je suis rentré chez Citroën à 23 ans. Donc, c'est tout de suite très bien passé. Sauf que, bon, voilà, j'étais jeune, donc j'étais pas forcément à fond. Et puis après, donc, à 25 ans, j'ai rencontré mon ex-femme. Donc là, du coup, je me suis mis un peu plus sérieux et là, j'ai cartonné chez Citroën. Donc ça marchait très fort et je suis resté 9 ans jusqu'en 2011. Et en 2011, ça faisait plusieurs années que je vendais des voitures à une dame qui avait 60 ans, à peu près 55, 60 ans, et qui avait une agence immobilière. Et du coup, on discutait souvent et puis je vendais toujours des voitures. J'ai vendu des voitures à elle, son mari, son fils. Enfin, voilà, je travaillais déjà beaucoup en reco quand j'étais dans l'automobile. Et elle me disait, j'aimerais bien, je vous verrais bien là-dedans. Voilà, ça restait un petit peu comme ça. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle allait prendre sa retraite. Et moi, j'avais fait un peu le tour de la question chez Citroën. Ça faisait 9 ans que je m'éclatais. Je gagnais très, très bien ma vie, mais j'avais envie d'autre chose. Et les évolutions qu'ils me proposaient chez Citroën, c'est forcément de changer de région, changer de ville. Et voilà, moi, je suis attaché à la région lyonnaise. Enfin, j'adore cette ville, j'ai tous mes amis, ma famille qui sont là, je suis ici depuis toujours. Donc, c'était compliqué pour moi de partir. Enfin, je n'avais pas forcément envie. Surtout qu'en plus, quand on est très bon vendeur et qu'on veut évoluer il faut accepter en plus de partir, de baisser son salaire. Donc, c'était encore plus dur. Enfin, aussi dur, on va dire, parce qu'il n'y a pas que l'argent, mais ça faisait partie aussi de. Donc, bref, du coup, je me suis intéressé à l'immobilier et j'ai quitté Citroën pour partir, en tout cas, Genco avec cette dame, dans le but de la racheter. Sauf que, bon, je n'avais pas de carte pro. Donc j'avais 31 ans en 2011. Je l'ai rejoint, j'ai appris le métier et en même temps, j'ai passé un BTS profession immobilière à distance pour avoir la carte pro. Donc, en 2013, 2 ans après, j'ai passé mon BTS que j'ai eu la carte pro. Donc, j'ai eu les résultats du BTS en juin et je rachetais fin août. Donc, juillet et août, c'était à fond la caisse. Et en plus, en mai, avril-mai, j'avais bossé comme un taré parce que je savais que toutes les ventes après le 15 août, c'était tout pour moi, vu que je rachetais l'agence. Enfin bref, donc c'était une période très super, super intéressante, mais très, très chaude parce que je faisais entre 250 et 300 000 euros de chiffre, plus passer le BTS, plus 2 enfants en bas âge. Donc, heureusement, il y a mon ex-femme qui assurait, mais voilà. Donc du coup, voilà. Et du coup, en 2013, j'ai racheté l'agence où j'étais. Elle a pris sa retraite et j'étais tout seul et j'ai commencé à développer petit à petit. J'ai racheté notre agence en 2015. En 2016, une autre agence. En 2017, j'en ai créé une. En 2018, j'en ai racheté une. Donc, puis j'ai racheté des agences Ceinturie, La Forêt, donc j'ai appris aussi comme ça. Et puis maintenant, voilà, j'ai en Transac, j'ai une trentaine de commerciaux. Ça a toujours été Lyon Rose? Non. Au début, en fait, c'était. J'ai changé plein de fois de nom. Donc, au début, il y avait le nom de l'agence d'origine quand je l'ai acheté, qui s'appelait Soleil à vous. C'était un nom. C'était un nom de jeune fille, en fait. Bref, c'est un peu compliqué comme nom, même au niveau orthographe. Moi, quand je l'ai racheté, j'ai changé. Je l'ai appelé ImoClé, clé comme une clé. Et puis, en 2016, quand j'ai fusionné avec mon associé pour le syndic, lui, il faisait du syndic et moi de la Transac. On avait chacun notre nom et c'était pas possible que l'un ou l'autre prenne le nom de l'un ou l'autre. Donc, du coup, on est reparti à zéro et là, on est parti sur une réflexion. On est passé par une boîte de com, etc. On a tout de suite embauché aussi Caroline, qui est notre directrice de la com, donc d'emblée pour avoir tout de suite une image de marque. Et là, on a mis les moyens sur l'image de marque et du coup, là, on s'est appelé Lyon Rose. Donc, par contre, là, c'est pas prêt de changer. Mais voilà. Mais par contre, ça montre bien parce que
En 2013, je change de nom, je m'appelle Immokley. En 2016, je rechange de nom. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé à fond la marque Immokley. Et en fait, après, je me suis dit, il faut rechanger. Mais en fait, on se rend compte que on n'est pas Coca-Cola, quoi. Ça se change facilement un nom. C'est pas, même si pour nous, ça nous semble une montagne, il n'y a pas de souci commercial. Ok. Plein de choses déjà dans ce que tu nous as partagé. J'ai pris des notes pendant que tu parlais. Si on revient un cran en arrière, un truc qui m'intéresse parce que j'ai vécu un peu la même chose. Cette période où tu dis j'ai 23 ans et en gros je travaille pas beaucoup, enfin j'ai pas la maturité sur le côté un peu boulot, à quel point c'est important, etc. Est-ce que tu crois que c'est une fatalité? Est-ce que tu vois ça chez tes équipes? Parce que moi j'ai été pareil, j'ai cette anecdote que je dis souvent où je jouais à la PlayStation moi l'après-midi avec mes potes quand j'ai démarré dans l'IMO. J'habitais chez mes parents. Tu vois, t'as pas le sens du truc, quoi. C'est pas tu bosses, mais tu bosses parce qu'il faut bosser, quoi. Et puis en plus on te dit vas-y va prospecter, et puis voilà, quoi. Donc bon. Est-ce que tu crois que c'est une fatalité? Est-ce que ça a évolué les mentalités à ce niveau-là? Non, je pense pas qu'après ça a évolué. Je pense que ça dépend des caractères de chacun. En ce moment, tout le monde parle d'Orelsan. Si vous regardez son reportage sur Amazon, que je vous conseille, vous allez voir que c'était un sacré branleur. Moi, je n'étais pas autant branleur, mais j'étais bien branleur quand même. Ouais. Non, je pense que ça dépend des caractères. Après, ce que je remarque, c'est que j'ai beaucoup de jeunes, parce que je prends tous les ans, j'ai 5-6 alternants. Okay. Donc, j'en ai souvent qui ont 19 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Donc, je vois des grosses différences de maturité. Okay. J'en ai certains à 20 ans qui sont plus matures que d'autres à 25. Donc, c'est pas une fatalité, ça dépend des gens, ça dépend des caractères. Après, ce que je remarque souvent, c'est que les purs vendeurs, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment très à l'aise commercialement, des vendeurs dans l'âme, c'est-à-dire des gens qui vendent comme moi une machine à laver, une voiture ou une maison, ça ne change pas grand-chose pour eux, ils s'adaptent. C'est des gens qui sont très à l'aise, etc. Comme ils ont des grosses capacités de vente, c'est-à-dire que facilement on peut faire du résultat parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de gâchis. Il se peut que côté travail, on ait un peu un poil dans la main jusqu'au jour où on a le déclic. Et le jour où on a le déclic, on cartonne. En fait, pour moi, le conseiller immobilier, en fait, il a 3 piliers. Ouais. Il y a la capacité commerciale. Et donc là, on va dire que d'une note de 0 à 20, moi, j'en vois, ils sont à 17, 18. Je pense que j'étais dans cette catégorie-là, humblement, mais voilà, j'ai toujours été le meilleur vendeur, j'ai toujours adoré ça. Et j'en vois qui sont dans ces notes-là. Et donc, eux, ils sont très à l'aise. Et comme ils sont très à l'aise, c'est comme à l'école, quand tu as des facilités, tu bosses moins. Et du coup, à un moment donné, tu te rends compte que tu te casses la gueule et que ceux qui étaient moins bons que toi 4-5 ans avant, mais qui ont appris à travailler, ils font des meilleurs résultats que toi. Pourquoi? Parce que le deuxième pilier, c'est le travail. Ouais. Et le troisième pilier, c'est l'organisation. Et moi, je vois que dans mes équipes, je suis content parce qu'en fait, moi, on va dire que moi, j'étais pas du tout organisé. En travail, je me mettais à travailler, parce qu'à un moment donné, j'ai eu le déclic, mais parce que j'avais envie d'argent et j'avais des grosses facilités commerciales. Mais du coup, je cherchais que des gens comme moi quand j'ai commencé à recruter. Et la chance que j'ai eue, c'est comme j'ai racheté des agences et que dedans, il y avait des équipes, et j'ai dû prendre les gens comme ils étaient. C'est pas des gens que j'aurais choisis forcément. Et il y a certains profils, commercialement, pour moi, c'était une catastrophe parce que je ne trouvais pas bon. Même quand ils décrochaient le téléphone, etc., j'avais les poils qui s'hérissaient, j'avais envie de prendre le téléphone. Par contre, très, très bien organisés et des gros bosseurs. Et en fait, je me rendais compte que ces mecs-là, ils avaient peut-être qu'ils étaient à 10 sur 20 en capacité commerciale, mais qui faisaient le double de chiffre de mecs qui étaient à 15 ou 16 sur 20 parce qu'en fait, en organisation, en travail, ils défonçaient tout. Et après, avec l'expérience et le nombre de commerciaux que j'ai eu, et aujourd'hui, j'ai des commerciaux qui font plus de chiffres que moi je faisais, je me rends compte que c'est des mecs qui sont en haut partout. Okay. Donc, c'est pas compliqué. Moi, quand je mets 30 commerciaux, je sais exactement chacun où ils sont. Et d'ailleurs, en entretien individuel, on se note là-dessus, en capacité commerciale, en capacité de travail et en organisation. L'avantage qu'on a quand on est très haut en capacité commerciale, c'est que pour moi, c'est le pilier le plus difficile à faire monter parce que même quelqu'un qui est pas bon en capacité commerciale, même si on lui apprend des méthodes, c'est plus compliqué que quelqu'un qui a ça naturellement dans le sang. Mais par contre, le travail, je vais y revenir dessus. L'organisation, ça peut être on peut apprendre ça. Par contre, le travail, on peut apprendre, mais au bout d'un moment, il faut se réveiller, il faut se mettre des gifs, il faut avoir le déclic. Je ne vais pas utiliser l'expression se sortir les doigts, mais ça veut dire ça. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir le déclic. Et moi, ce déclic-là, je sais exactement quand je l'ai eu parce qu'en fait, mes résultats, ils ont explosé. Moi, je l'ai eu quand je me suis posé dans ma vie et qu'en fait, je ne rentrais pas à 4 heures du mat tous les soirs, tous les jeudis soirs, parce que je sortais le jeudi soir, vendredi soir. Donc forcément, le samedi, tu es décanillé, tu es moins bon, etc. Donc, mais après, je pense que je vois des BTS que j'ai en ce moment, il y a certains qui sont
en mode branleur et je leur dis, t'es un branleur, t'es bon, mais t'es un branleur. Et j'en ai d'autres qui sont pas du tout comme ça mais je remarque souvent que quand on a des facilités commerciales, on a peut-être une petite tendance à être un peu plus branleur, entre guillemets, et je dis ça vraiment, ce mot-là, avec beaucoup d'affection. Oui, oui. Tu disais, donc les capacités, donc j'entends dans ce que tu dis, et c'est intéressant, on va rester sur ces 3 piliers-là, les capacités commerciales, si je lis entre les lignes, tu dis finalement, on peut aller améliorer à la marge avec des techniques, des méthodes, mais quelque part, ça reste quelque chose qui est relativement inné? Pas forcément à la marge, parce qu'après, il y a l'expérience. Aujourd'hui, tu es plus jeune que moi, mais on n'a pas 20 ans et on a plus d'expérience que quand on avait 20 ans. Et peut-être que la capacité commerciale qu'on a, on va dire innée, naturellement par rapport à nos émotions, notre caractère, notre couleur, tout ce que tu veux, on l'a fait progresser aussi avec l'expérience et tout. Donc, même quelqu'un qui est un peu moins bien noté, qui va dire qu'il n'est pas à 15 naturellement, il est à 8, il va monter avec l'expérience, avec les méthodes. Donc, ça, on peut le faire progresser. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose d'inné qui est difficile à avoir, mais voilà, après, c'est pas. Tout le monde peut progresser. Moi, j'ai vraiment des exemples précis de gens qui sont très, très bons mais si je les change de domaine, si demain je leur dis t'arrêtes de vendre des maisons et tu vends des téléphones, ils vont avoir beaucoup plus de mal à se réadapter, alors que quelqu'un qui est naturellement très bon commercial, il est capable de vendre tout, quoi. C'est très clair. Sur la partie travail, tu voulais qu'on y revienne et je me suis noté quelque chose. Tu parles de déclic notamment. Est-ce que tu lis finalement la capacité de travail au sens, c'est-à-dire à la raison pour laquelle on fait tout ça, un espèce de truc à un moment donné qui fait que tu le fais pour une raison qui dépasse simplement le fait juste de travailler? Moi, je crois que c'est ça, mais comment toi tu le vois? En fait, si on fait un parallèle, parce que des fois, moi j'aime bien faire des parallèles, alors des fois mes images elles sont pourries, donc tu n'hésites pas à me dire elle est pourrie ton image, mais si on fait un parallèle… On dira dans les commentaires, dites-nous dans les commentaires les analogies. Si on fait un parallèle avec le monde du sport, avec le rugby par exemple, ou le foot, mais on va parler de rugby parce que ce week-end c'était plus cool au rugby qu'au niveau foot. D'accord. Mais tu joues au rugby, t'aimes ça. Donc, en fait, naturellement, tu aimes jouer au rugby, c'est un sport que tu aimes bien, etc. À un moment donné, si tu veux être pro, à un moment donné, si tu veux percer, à un moment donné, si tu veux être titulaire, il faut travailler. Et en fait, il faut aller chercher cette motivation. Donc, en fait, à un moment donné, on est tous pareils, il faut se faire violence. Et pour se faire violence, il faut avoir une motivation. Sinon, on reste dans notre naturel. Et il y a des gens qui, naturellement, travaillent plus que d'autres, etc. Mais moi, si je restais dans mon naturel, moi, je serais plus à me lever à 11h et regarder Netflix l'après-midi. Donc, après, il faut trouver la motivation. C'est pour ça que je parle de déclic. C'est peut-être que quand tu as 20 ans, 23 ans, le déclic, tu l'as pas encore parce que c'est peut-être pas l'argent. Parce qu'en fait, l'argent, ce que tu gagnes, ça te suffit. Ou tu en as moins besoin, peut-être que tu es encore chez tes parents, etc. Donc, c'est peut-être pas ça. Mais après, tu peux avoir plein de choses. C'est peut-être pas aussi la compétition, le fait d'être le premier, etc. Parce que tu t'en fous, tu te compares pas aux autres. Moi, quand j'avais 23 ans, j'étais avec des vendeurs qui avaient 40 ans. On n'avait pas du tout la même vie, je ne me comparais pas à eux. Donc après, voilà, ça dépend de plein de choses. À un moment donné, quand tu commences à gagner de l'argent, c'est difficile de redescendre. Et au contraire, tu vas aller chercher plus haut. Donc, tu peux avoir cette motivation parce que tu as commencé à toucher de l'argent et que tu veux continuer à avoir ça. Tu peux aussi avoir la motivation parce que tu as envie d'être le premier. Parce qu'en fait, les vendeurs, c'est des compétiteurs. Donc, tu peux aussi te dire, tiens, là, j'ai été premier. En fait, voilà, c'est comme en Formule 1, quand tu les vois, il y en a qui sont toujours 13e, 14e, 8e. Ils restent toujours dans ce ventre mou. Et puis un jour, ils font un podium, ils sont 2e ou 3e. Et putain, et là, ils peuvent avoir le déclic. Et donc, c'est la même chose, en fait. Donc, en fait, il faut chercher sa motivation qui va se permettre de… Mais après, voilà, ça peut être la vie, ça peut être, tu as eu des enfants, tu t'as pris… On sait que les enfants, ça te rend de la maturité. Ça peut être plein de choses qui vont permettre d'aller chercher ça pour sortir pour sortir un peu de ta zone de confort et travailler plus. Parce qu'un bon vendeur, s'il travaille 12 heures au lieu de 6, il fait le double de chiffre d'affaires. Et après, s'il travaille 12 heures en étant organisé, c'est comme s'il travaillait 15 heures ou 16 heures sans être organisé. Donc, en fait, et du coup, il fera 3 fois plus de chiffres. Cette motivation-là, tu arrives à la détecter Comment est-ce que tu cherches à la détecter en entretien? On va parler un peu recrutement. Tu en parlais tout à l'heure, tu parlais de recrutement de talent. Parce que je sais que je cherchais moi aussi à la détecter en entretien. Comment est-ce que tu vas essayer de trouver ce truc que tu sais va être le socle de la motivation de la personne au quotidien? C'est difficile de vraiment… Est-ce que je vais aller droit au but? Est-ce que, par exemple, tu vas chercher à détecter
justement, s'il a des enfants, s'il a, entre guillemets, des crédits sur sa maison, tu vois, ce genre de trucs qui font qu'à un moment donné, quand même, tu ne peux pas aller en dessous d'un certain seuil en termes de motivation financière, finalement, qui peut être un déclencheur d'un semblant de quelque chose. Oui, après, enfin, ce qui est compliqué, c'est que même quelqu'un qui n'aurait pas besoin de motivation, même quelqu'un qui j'ai un commercial qui n'a pas besoin de travailler pour vivre. D'accord? Donc, il peut s'arrêter. Mais par contre, il fait des super résultats. Donc, lui, il va chercher sa motivation ailleurs. Donc, en fait, la motivation, elle peut être sur plein de choses. Là, moi, je t'en ai cité deux, le fait d'être premier et l'argent, parce que moi, peut-être que c'est les miens, mais peut-être que si on réfléchit, on va en trouver 7, 8, 10. Donc, c'est difficile de détecter pendant l'entretien, surtout que pendant l'entretien, la personne, elle est naturellement motivée vu qu'elle veut faire ce métier, c'est le début, etc. Donc, en fait, tu vas ressentir des points de motivation très forts de partout, alors que ça se trouve, au bout de 4 mois chez toi ou 6 mois chez toi, quand elle n'a pas rentré de mandat ou qu'elle galère, bah, tu vas te rendre compte que tous les trucs, ils redescendent très bas. Moi, ça va être surtout sur son histoire. Là, tu vois, on a commencé notre discussion, tu m'as demandé d'où je venais, etc. Et ça permet à toi et aux auditeurs de vite vous rendre compte de mon caractère, en fait. Et du coup, je vais plus me rendre compte de ça. Alors, c'est sûr que si je suis en entretien avec quelqu'un qui était dans le commerce, qui a toujours été premier, qui gagnait très bien sa vie, franchement, j'ai pas mal de signaux qui sont verts. Du coup, à ce niveau-là, motivation argent, je vais avoir pas de problème. Par contre, après, je vais aller chercher est-ce que au niveau d'état d'esprit, il correspond à mon état d'esprit. J'étais en train de me le noter. Tu vois, c'était la question d'après. C'était OK. Au-delà de ça, la après, tu peux aller voir d'autres choses. Bien sûr. Parce que des fois, tu as aussi des gens qui ont un très bon état d'esprit, de très bonne valeur, mais qui n'ont pas du tout tu sais, qui sont pas faits pour ce métier ou qui vont pas avoir. Donc, en fait, moi, je demande aussi comment ils voient l'immobilier, pourquoi ça, etc. Et une des réponses que je préfère, après, et je l'ai eu plein de fois, hein, une des réponses que je préfère, c'est oui, j'aime bien l'immobilier, mais moi, ce que j'aime bien, c'est vendre. Et là, c'est bon, en fait. Moi, le mec, il me parle comme ça, c'est fini. Celui qui me dit, j'adore parce que c'est pas mes gens de les belles pierres, machin, la déco, etc. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et d'emblée, je vais me dire, bon, ok, très bien. Je vais aller creuser plus loin parce que tu peux dire ça, il y a très bon dans le métier. Hein. Mais voilà, il faut voir déjà la première motivation. Mais tu as raison, hein, c'est le plus difficile, c'est de trouver la motivation pendant l'entretien. Et ce qui est faussé, c'est ce que je disais, c'est qu'ils sont forcément motivés. Donc, quand tu fais les entretiens et quand tu fais, si je filmais mon entretien et que 6 mois plus tard, je le revois avec les résultats de la personne, je me dis putain, c'est très très dur les entretiens. Mais il faut y aller, il faut s'entraîner, il faut avoir des méthodes. Tu t'en as fait des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines, mais voire plus. Peut-être, ouais. Je voudrais qu'on revienne également sur il y a plein de choses que je me suis notées tout à l'heure. On va essayer de les passer en revue. Je voudrais qu'on revienne, parce que je n'avais pas ce bout-là de ton histoire, sur la partie BTS IMO, pour avoir la carte T, etc. Donc, à un moment donné, c'était donc cette volonté, à un moment donné, de racheter cette structure, d'avoir ta propre structure, ça passait par la carte T. Aujourd'hui, on a plein de gens qui prennent d'autres raccourcis pour ça. Oui, ça signifiait quoi pour toi, du coup, de devoir repasser par cette étape de 2 ans de BTS? Parce que, franchement, j'en ai beaucoup qui m'en parlent. Bon, je vais faire le BTS à distance pour avoir ma carte T. Franchement, il y en a peu qui vont au bout. Hein. Ah oui. Après, franchement, c'était dur. Surtout que j'ai dû tout repasser. Parce que moi, j'avais un bac ES. Et du coup, après, j'avais fait une école de commerce, mais je suis resté 1 an. Donc, je suis resté 18 mois. Mais sur les 18 mois, j'ai dû faire 16 mois de fiesta et vraiment 2 mois d'école. Donc, j'avais aucune capacité comptable, etc. Et du coup, j'avais juste un bac. Donc, j'ai dû tout repasser, même l'anglais. Okay. Mais donc, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Et je faisais beaucoup de chiffres. Donc, je révisais le soir, entre midi et 2, le dimanche matin, etc. Mais oui, il y a plein de raccourcis. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, moi, j'étais en couple à l'époque et mon ex, elle est archi. Donc, du coup, elle, avec ses études, elle a un bac plus 5, elle pouvait avoir la carte. Donc, en fait, j'aurais pu… On a eu 3 ans. Il y en a plein qui l'ont fait, ça. Donc, j'aurais pu prendre sa carte et c'était plus simple. Mais après, après, je pouvais aussi louer la carte, je sais pas quoi, machin, bref. Après, moi, j'aime bien faire les choses correctement, en fait. Donc, déjà, ça m'embêtait de ne pas avoir la carte. Et donc, déjà, j'aime bien faire les choses correctement. Ensuite, j'ai besoin que ça compte que sur moi, en fait, que
que ça soit moi qui fasse le… Vraie indépendance aussi. De le truc, ouais, voilà, naturellement, pour plein de choses, en fait, hein, même des trucs, des fois, à la con, où je pourrais faire, ou bah, je préfère l'apprendre et le faire moi, etc. Mais, et ensuite, le BTS m'intéressait. Et ça, c'est important parce que souvent, quand je raconte ça, tout le monde me dit wow, déjà, les gens ils trouvent que c'est une reconversion de l'automobile à l'immobilier. Alors, je leur dis pas du tout. C'est pas du tout une reconversion parce qu'en fait, les gens qui m'achetaient des voitures, c'est même qui m'achètent des maisons. Donc, c'est la même chose. En fait, tu fais la même découverte pour savoir s'ils ont besoin d'une machine à laver. Quand j'étais chez Darty, s'ils ont 3 enfants, bah, ils ont besoin d'une plus grosse machine à laver, ils ont besoin d'une plus grosse voiture, ils ont besoin d'une plus grosse maison. Donc, en fait, c'est la même histoire. Donc, aucune reconversion. Donc, déjà, les gens qui me disaient ça, je disais non, pas de reconversion. C'est tout pareil. Je ne vends pas la même chose, pas au même prix, pas le même intérêt, mais par contre, c'est la même chose. Donc, déjà, pas de reconversion. Et ensuite, il me dit, ouais, bravo, quel courage de passer un BTS. Ouais, sauf que ça m'intéressait. Donc, du coup, ce n'était pas un enfer de réviser le soir. L'éco, le français, l'anglais, je n'ai pas révisé. Je suis allé, j'ai eu 10, j'ai eu la moyenne, j'étais content, mais je n'ai pas révisé. Pas besoin. Par contre, la gestion locative, la transac, le droit immobilier, le droit général, franchement, c'est passionnant. Et j'ai eu des notes, j'ai eu 18, hein, 17, 18, 19. J'ai aucun BTS depuis qu'il y a eu des meilleures notes que moi. À chaque fois c'est le côté compétition qui revient. Pour l'instant, il n'y a personne qui a eu des meilleures notes que moi. Non, mais bon, en même temps, à 33 ans, tu n'as pas la même gamberge, je t'écris pas pareil qu'à 20 piges. À 20 piges, j'aurais certainement pas eu ces notes-là. Mais bref. Et du coup, donc en plus, c'était intéressant. Et ça me sert encore aujourd'hui. Parce que le BTS, moi, je trouve qu'il est très bien fait. Et du coup, voilà, je me suis mis dedans et en fait, ça m'a intéressé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas révisé pendant 2 ans. Tu peux pas le passer tout de suite. Il faut que tu aies une période de 2 ans. Donc, je me suis inscrit, je recevais les cours, mais sauf qu'au bout d'un moment, quand tu ne fais pas les devoirs, tu ne reçois plus les cours. Donc, en fait, j'ai plus rien reçu. Et en fait, 3 mois avant le BTS, je me suis mis à fond en révision. Mais en même temps, quand tu fais le métier et que tu apprends chez les notaires, que tu es curieux, oui, j'avais quelqu'un qui avait 60 ans, qui avait une grosse expérience dans l'immobilier avec moi, qui m'expliquait tout. J'ai compris plein de choses. Et du coup, c'était pas dur. Cette chose qui était dure, c'était pendant les 3 derniers mois où là, en même temps, j'ai dû faire du chiffre pour assurer ma trésor quand j'aurais racheté, réviser comme un malade pour pas louper le BTS parce que si je loupais le BTS, c'était une catastrophe par rapport à tout mon plan. Voilà, ça c'était dur. Les 3-4 derniers mois, c'était vraiment dur. Mais sinon, franchement, le BTS, il est intéressant. Ça parle de notre métier, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce que tu vois sur le terrain, ce que tu apprends chez les notaires, bah, tu apprends la version théorique. C'est pour ça que les alternants, l'alternance en BTS profession immobilière ou en licence, moi, je trouve qu'elle est super bien, hein, parce qu'ils voient les deux. Voilà. Okay. Très clair là-dessus. Tu parlais de cette volonté d'être indépendant. Tu as évoqué le fait de vouloir préférer faire les choses par toi-même, apprendre et faire par toi-même plutôt que de faire, etc. Ça me fait ma transition logique vers un autre point que je m'étais noté, qui est Caroline. À quel moment vous faites ce choix de dire on va finalement, très tôt, j'ai l'impression dans ce que tu évoquais tout à l'heure, de faire le choix de dire la communication, c'est chez nous, c'est en interne, on maîtrise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, en fait, c'est petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, Caroline, je lui ai vendu une maison quand j'étais négo en 2012. Et du coup, avec son mari, ils avaient une boîte de com. OK. Donc, du coup, c'est eux qui m'ont fait la com quand j'ai lancé ImmoClé. C'est eux qui m'ont fait le logo, etc. Et c'est eux qui m'ont fait la com. Et là, c'est une boîte indépendante. Et puis, en 2016, ils ont arrêté, 2015-2016, ils ont arrêté leur boîte de com. Elle est employée par notre entreprise. Et nous, en 2016, c'est là où on a fusionné. Et du coup, on est passé par une autre boîte de com pour trouver une. Oui. Et là, on se posait beaucoup de questions sur comment on fait. Est-ce qu'on garde le même nom? Est-ce qu'on voilà, au niveau du nom, comment on faisait? Enfin, voilà, beaucoup de questions. Et du coup, je suis allé la voir avec mon associé par amitié, quoi, pour qu'elle nous donne son point de vue, ce qu'elle en pense, etc. Et en fait, on a discuté 1h30. Et en sortant du rendez-vous, j'ai dit à Jérôme, il faut qu'on l'embauche. Comme ça, on commence tout de suite sur les bonnes bases. Parce qu'une marque, ça ne se crée pas comme ça. Parce que moi, j'aime bien la com, parce que j'aime bien les réseaux sociaux, machin, mais je ne suis pas un producteur en com. Et qu'au bout d'un moment, quand tu vas avoir une boîte assez plus grosse et tout, il faut que, si tu as les moyens, il faut que chacun soit spécialiste. Aujourd'hui, j'ai un DAF, donc j'ai un directeur financier qui gère toutes les payes, tout le système, machin, etc., tout l'administratif, parce que ce n'est pas mon truc. J'ai quelqu'un pour la com, voilà, j'ai une responsable des ventes, etc. Et du coup, au bout d'un moment, il faut aussi avoir l'humilité d'aller chercher des gens qui sont meilleurs que toi dans leur domaine. Bien sûr. Et donc, du coup, je crois même que c'est à la fin du rendez-vous où je lui ai dit, écoute, on va t'embaucher, etc. Elle venait d'être embauchée dans une belle boîte en plus, depuis 4-5 mois. Je la payais un peu moins, mais bon, c'était dur, mais elle est venue. Donc
donc voilà, et du coup, c'est vrai que tout de suite, on a commencé sur de bonnes bases avec la marque. Et du coup, localement, on est très connu. Et du coup, c'est quoi finalement? Comment est-ce que ça se matérialise aujourd'hui au quotidien sur ton travail? La communication aujourd'hui, c'est vaste. Hein, il y a du En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est directrice de la communication et de la stratégie, parce que du coup, il y a aussi la stratégie qui est liée à la com. Il y a plein de choses qui vont avec. Ouais. Moi, j'ai des projets futurs, et du coup, tout de suite le mettre dedans. Elle a une assistante et une alternante aujourd'hui. Okay. Donc évidemment, il y a tout ce qu'on fait en com. Tout ce que les agences font, c'est-à-dire du Facebook, etc. Mais après, du print aussi? Beaucoup. Ok. Beaucoup. On fait deux catalogues de 26 pages, enfin magazines, pas catalogue, deux magazines de 26 pages par an, okay. Avec du rédactionnel dedans, etc. Tous nos flyers, c'est de la créa. Là, on avait créé un petit téléphone en flyer avec un QR code avec le pass Laissez-nous faire. Ouais. Au pass sanitaire, où dessus, tu es arrivé sur notre page de notre site où tu pouvais faire ton estimation, mettre en vente, etc. Enfin bref. Donc oui, après, il y a beaucoup de créa et il y a aussi des suivis de projets. Là, on veut uniformiser toutes les agences. Donc, on est passé par une archi d'intérieur pour avoir un concept d'agence Lyon Rose. Donc là, la première, on vient de la faire. Donc, on a eu pour 70 000 € de travaux. Il a fallu les suivre, etc. Donc ça, c'est elle qui le fait aussi. Okay. Et puis, quand tu es 50, il y a de la com interne. Moi, j'ai commencé tout seul. Donc, au début, j'avais une agence, on était 3, 4, 5. Donc, là, tu n'as pas besoin de com interne parce que tu te vois tous les jours à la machine à café, tu l'as fait, ta com interne. Par contre, quand tu es 50 avec plusieurs points de vente, des process d'entrée, enfin voilà. Et puis, évidemment, il faut aussi des outils pour les commerciaux. On a un book numérique qui est top. Enfin voilà, énormément de choses. On pourra parler pendant 2 heures de tout ce qu'il y a. Non, mais c'est intéressant de voir vraiment le spectre de. Effectivement, j'avais pas ça en tête sur bien évidemment la com interne et puis la communication, c'est plein de choses. C'est l'événement. Peut-être, je sais pas si vous avez des événements annuels, un séminaire. On en fait plein. Donc forcément, on a fait un gros séminaire en septembre. On est parti toutes les équipes à Marseille. En octobre, en octobre, on a loué une loge au parc de Lyon. On a invité on était 46, donc on a invité une vingtaine de clients. Là, début décembre, il y a l'arbre de Noël avec toutes les équipes, toutes les familles, tous les enfants, avec un cadeau par enfant. Donc, il y a 80 enfants, je crois. Enfin, voilà. Mais ça fait partie après de ce qui fidélise aussi les collaborateurs, ce qui permet d'avoir l'ambiance, ce qui permet aussi qu'ils s'entendent bien. Et tout ça, à terme, ça fait du business. Ça fait forcément du business, sauf que tu ne le matérialises pas. C'est difficile à matérialiser. Non, mais ça permet des choses comme recruter Caroline un peu moins cher que ce qu'elle était payée ailleurs, parce que le projet d'entreprise, parce que la vision long terme, parce que et après, quand tu es en capacité d'embarquer des gens derrière toi, presque sans condition, quand tu arrives à réunir ce truc-là. Donc ça, c'est sûr que c'est chouette. Je voudrais revenir également sur un point que je m'étais noté, que je n'avais pas non plus en tête, c'est les rachats. Dans le développement, il y a eu, donc j'ai entendu qu'il y a eu des agences qui ont été créées, mais à un moment donné, notamment au début, c'est passé par des rachats. C'était quoi l'idée, encore une fois, là derrière? Et comment ça se matérialise? Je pense aux agents IMO qui nous écoutent, qui ont peut-être envie de se développer, etc., et qui peut-être se disent oui, mais racheter une structure. Bon, en plus, là-dessus, j'ai de la bonne expérience parce que du coup, il y en a une que j'ai rachetée en 2018 que je referme là. Ok. Donc, du coup, on va dire un échec. Parce que j'ai encore un crédit dessus et j'ai plus l'agence. Ouais. Donc, du coup, j'ai une bonne expérience là-dessus. Concrètement, j'en ai créé qu'une en fait. Okay. Parce que la première que j'ai rachetée, c'est celle dans laquelle j'étais. Bon, je me suis racheté moi en fait, parce qu'elle est partie. Donc, j'étais tout seul. Mais j'ai quand même racheté l'agence. Donc là, on va dire que c'est de la création-rachat, mais l'agence existait déjà depuis 10-15 ans, etc. Et puis après, après, j'ai racheté une petite agence qui existait depuis 20 ans en indépendant, où là, pareil, il est parti, il n'y avait plus rien, donc j'ai juste gardé l'emplacement, donc j'ai racheté ça que dalle. Okay. Par contre, après, j'ai racheté une agence Ceinture 21 où ils étaient 6. Okay. Qui marchaient pas assez pour moi. En plus, c'était des concurrents, donc je les avais toujours dans les pattes et moi, je les trouvais pas bons. Et sur les 6, j'aime bien raconter ça parce que ça montre quand même la puissance de la qualité commerciale et des méthodes. On est en 2016, ils s'appellent Ceinture 21, ils sont 6, ils font 300 000 de chiffres. Donc, voilà, 50 000 par personne. Donc, peut-être qu'il y a des débutants, c'est insuffisant de chez insuffisant. Ceux qui sont 6 avec plus une assistante, plus une responsable des ventes. Donc, ils sont 8. Truc de malade. Donc, moi, tout seul, je faisais plus de chiffres que toute l'agence. Et voilà. Donc, du coup, je rachète l'agence.
On tombe le panneau Ceinturie 21, qui est connu quand même, parce que l'agence, elle existait depuis 10 ans. Et on s'appelle Lyon Rose. Inconnu, on vient de créer le nom. Les gens pensaient que c'était un bar à champagne. Enfin, bref. Donc, je rachète en octobre 2016. La responsable des ventes, évidemment, elle part parce que du coup, c'était mon taf. Donc, on s'entend très bien. Elle part avec une rupture et aujourd'hui, elle s'éclate dans son nouveau domaine. L'assistante, je la conserve. Et sur les 6 commerciaux, j'en ai 3 avec lesquels j'arrête tout de suite et 3 que je conserve. Et j'en rajoute 3. D'accord. Recrues, etc. L'année d'après, donc je rachète en octobre 2016. Donc en 2016 complet, l'agence a fait à peu près 300 000. L'année complète 2017, donc l'année d'après, en s'appelant Lyon Rose, nom inconnu qu'on essaye de faire connaître en même temps. Et moi, je n'ai pas produit, mais avec une autre équipe, le même nombre, mais pas les mêmes, avec des méthodes, un suivi, etc. On passe à 800 000 de chiffres tout de suite l'année d'après. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, le nombre, ça ne veut rien dire. Bien sûr. Des fois, souvent, quand on veut savoir où j'en suis, on me dit, tu as combien d'agences? 4, 5. Mais en fait, ça fait 4, 5 depuis 2018. Sauf qu'en fait, depuis 2018, en 2018, je faisais 1,5 million de chiffres. Aujourd'hui, je fais 3,5 millions. Bien sûr. Donc en fait, et pourtant, j'ai toujours le même nombre d'agences. Donc en fait, le nombre, ça fait rien. La qualité, ça fait aujourd'hui, j'ai des commerciaux qui vont flirter avec les 300 000, etc. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Bien sûr. Donc, c'est faire monter en compétence les gens. Donc, du coup, pour revenir à ta question, déjà, quand on rachète, il faut savoir ce qu'on rachète, ce qu'on veut, etc. Là où donc là, j'ai réussi. Après, j'ai créé une agence à Saint-Priest parce que l'emplacement était parfait et c'est une ville que je connais parce que j'ai vécu pendant 20 ans, donc je le voulais, etc. J'ai créé en 2017. L'agence, elle a commencé à être rentable en 2019. Donc 2 ans où j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps, où j'ai dû m'accrocher. Mais je sentais que ça allait prendre et aujourd'hui, l'agence, elle cartonne, donc je suis content. Mais j'ai quand même passé 2 ans dans la difficulté. Après, je ne produisais pas. Hein. Je ne pouvais pas me permettre de produire dans chaque agence. Bien sûr. Donc, du coup, si j'avais eu que cette agence-là à racheter, ça aurait été beaucoup plus vite que j'aurais produit moi. Mais là, il fallait que je forme, que je mette des process, etc., que je recrute. Et après, en 2018, j'ai racheté une agence La Forêt à Pont-de-Cherry. Et du coup, je suis arrivé un peu en conquérant, en mode ma méthode, elle marche. Ça fait 5 ans que j'ai créé, je cartonne, je suis super fort, je suis le meilleur, poussez-vous de là, etc. Et du coup, j'ai loupé des coches parce que déjà, je me suis intéressé qu'à l'emplacement, au marché, etc. Et l'équipe commerciale qui était en place, ils étaient 2 plus le patron qui partait. Je n'ai pas creusé avec eux et ce qui s'est passé, c'est que sur les 2, je ne me suis pas intéressé à eux avant de prendre mon choix de racheter. Et en fait, au moment où j'ai racheté, il y en a un des 2 qui est parti et c'était celui qui avait le meilleur état d'esprit et qui aurait pu coller avec Lyon Rose. Et un autre qui est resté et au niveau… C'est trop old school pour moi dans les façons de faire, etc. Et en fait, il ne se remettait pas du tout en question et pour lui, il savait tout, il avait tout vu alors qu'il ne faisait pas de chiffres. Enfin, il faisait pas le chiffre que s'il faisait 300 000 ou un chiffre de fou et qu'il me dit, moi, je travaille comme ça, point barre, je leur ai dit, écoute, tu réussis, pas de souci, mais là, il n'arrivait pas, enfin, pas beaucoup, je trouvais, et il n'avait pas la bonne état d'esprit. Bref, donc du coup, je me retrouve avec 0 équipe commerciale et je recrute, et je me plante sur le recrutement, etc., machin et tout. Donc, j'ai galéré sur cette agence, et du coup, j'ai décidé de la fermer parce qu'elle me bouffait. Donc, au bout de 3 ans, je l'ai fermée, donc là, je la ferme fin d'année. OK. Et du coup, c'est une bonne leçon parce que ça montre que, en fait, c'est pas parce que tu as réussi 3 ou 4 fois d'affilée que la 5e fois, ça a marché. Ouais. Chaque chose est différente et ça permet aussi de me rendre compte qu'en fait, j'aurais très bien pu me dire, ouais, machin, l'emplacement, les gens, ils sont cons, les trucs, ils sont nuls, le marché ci, les banques ça, les concurrents ci. Il faut toujours trouver 1 milliard d'éléments extérieurs. Sauf qu'en fait, là, je me suis remis moi en question sur là où j'avais fait des erreurs et j'en ai fait plein. Et c'est pas grave parce que du coup, j'en referai certainement d'autres, mais au moins quand je les analyse, ça me permet de peut-être la fois d'après de ne pas les faire ou les faire moins pire. Donc, et du coup, je me suis aussi calmé dans cette extension de nombre d'agences où j'ouvrais une agence par jour, enfin par mois, par an, pardon, pas par jour. Mais j'ouvrais une agence par an, 2016, 2017, 2018, donc même 2015. En fait, j'ai fait 2015 Chassieux, 2016 Mes Yeux, 2017 Saint-Priest, 2018 Pont-de-Cherry. Donc voilà, et là on est en 2021, bientôt 2022, j'ai pas rouvert d'agence, j'en ai fermé une. Par contre, mon chiffre il a doublé, j'ai mis des process, j'ai recruté Sabine qui est ma responsable des ventes, et là j'ai un projet d'ouvrir une plus grosse agence sur Lyon. Alors je vois que le temps passe vite et j'avais 2 autres sujets que je voulais qu'on aborde. On va essayer de les aborder si on peut rapidement, mais il y en a un que j'avais pas prévu d'aborder, mais tu l'as évoqué là quand tu disais donc tu récupères cette agence
qui en gros fait 2,5 fois le chiffre une année après. C'est quoi en fait faire monter en compétences, en performance des conseillers immobiliers? C'est quoi là? On a parlé tout à l'heure de capacité commerciale, de travail et d'organisation, mais la patte que toi tu vas mettre pour aider les gens à mieux performer, c'est quoi finalement? Il y a beaucoup de choses et j'ai envie de dire ça dépend un petit peu des profils. Après, si on prend cette histoire-là, pour être concret sur cette histoire-là, déjà sur les 6 commerciaux, il y en a 3 que j'arrête et j'en mets 3 autres. Donc déjà, les 3 que je mets en plus, ils avaient des capacités commerciales qui étaient bien meilleures que les 3 que j'ai enlevés. Par contre, les 3 qui sont partis, ça s'est très très bien passé parce qu'en fait, je leur explique. Parce qu'un commercial qui est dans ce métier et qui ne marche pas, il est malheureux. Bien sûr. Il est malheureux parce qu'on soit en salarié ou agent co, dans tous les cas, on est payé à la com. Même si on est salarié, on a un fixe ou l'avance sur com, etc. Dans tous les cas, on est payé à la com. Donc, si on ne travaille pas, on ne gagne pas sa vie. Mais au-delà de ça, on n'a que des échecs. Et c'est un métier où si tu n'as que des échecs, il faut arrêter, quoi. C'est un métier qui est tellement dur dans l'échec et tellement up dans le succès. C'est-à-dire que quand tu réussis, tu es un héros, c'est toi le meilleur, etc. Les gens, ils sont dithyrambiques. Par contre, quand tu n'y arrives pas, même quand ce n'est pas ta faute, tu es nul. L'agence, elle est nulle, elle ne fait pas son boulot, machin, etc. Donc, en fait, si tu n'as que des échecs, c'est invivable. Donc, en fait, du coup, je leur expliquais pourquoi il fallait qu'ils fassent autre chose et j'essaie de discuter avec eux de ce qu'il fallait qu'ils fassent. Parce que la façon dont tu fais partir des éléments pour qui ce n'est pas le métier, c'est très important pour ceux qui restent, pour voir comment ça se passe, etc. Et même pour toi, pour que ça se passe tout en sérénité. Et ensuite, donc, du coup, ceux qui sont restés, bah, déjà, c'était du cas par cas. Après, évidemment, il faut leur donner des outils, il faut les accompagner, des méthodes, du débrief, de l'accompagnement. Il faut qu'ils pigent, il faut qu'ils comprennent. Il faut que tu pointes là où ça ne va pas. Et pour tout ça, il faut beaucoup d'humains, mais il faut aussi des stats. Et il faut aussi besoin de chiffres. Pourquoi? Parce que, par exemple, si aujourd'hui, je vois un commercial qui s'attrape ce mois-ci, il vend rien ce mois-ci, il ne signe pas de compromis en novembre et il ne signe pas de compromis en décembre. 2 mois où il passe à trappe. Ce qui va se passer fin décembre ou début janvier, je vais aller le voir, je vais faire bon, Sébastien, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 mois que tu ne travailles pas, enfin que tu ne vends pas, tu n'as pas de mandat, machin, allez, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Je m'occupe de lui, ça fait déjà 2 mois qu'il passe à trappe. Donc, du coup, même si là, je m'en occupe, qu'on trouve des méthodes, qu'on relance la machine, etc., il va repasser à trappe en janvier. Bien sûr. Il va commencer à repartir en février. Ça veut dire qu'en fait, il va avoir un trou de 4-5 mois dans ses revenus. Et ça, on le voit souvent où les mecs, en fait, pendant 4-5 mois, ils ont pas de vente et tout. Et du coup, ils ont des revenus qui font comme ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que moi, en tant que manager, je n'aurais pas dû me réveiller. Quand lui, il le sait, au bout de 2 mois, il n'a pas signé. Je ne lui apprends rien quand je lui dis Sébastien, tu n'as pas signé, qu'est-ce qui se passe, hein? Il le sait, il est au fond du trou. Par contre, si on sait que dans l'ordre de notre métier, les compromis, juste avant les compromis, c'est quoi? Les mandats. Juste avant les mandats, c'est quoi? Les estimations. Bien sûr. Voilà. Si au moment de l'estimation, j'ai des stats qui me permettent de lui dire écoute, Sébastien, fais attention parce que ce mois-ci, ça fait 2 mois que tu as beaucoup moins d'esti. Donc, renforce ta prospection parce que sinon, dans 4 mois, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas avoir de mandat, tu ne vas rien signer dans 5 mois. Et en fait, dans 9 mois, tu ne vas pas avoir de vente. Alors, c'est difficile à entendre pour un commercial qui est au jour le jour. Mais sauf que si toi, en tant que manager, tu dois réagir ici. Et là, si tu lui fais faire le déclic ici, ça évite qu'il ait le trou dans 9 mois. Donc ça, déjà, il faut… Nous, ça ne sert à rien. Enfin, je dis à ça à tous les managers, et sans jeter la pierre parce que moi, je l'ai fait. Mais si aujourd'hui, en réunion, vous regardez, vous dites, tu n'as rien vendu, tu n'as pas de mandat, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas au commercial de vous donner la réponse. C'est à vous de l'avoir. Et ensuite, Amen. Je te coupe là, Cyril. Amen. Je suis trop content que tu l'aies dit, que je me sens moins seul. Ceux qu'on accompagne le savent, ceux qui sont en train de regarder ici ou ailleurs, vous pourrez commenter. Nous, on appelle ça le nombre d'or. Hein, combien de rendez-vous vendeurs je dois générer chaque semaine pour être certain d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires à la fin. Et quand tu analyses ton chiffre d'affaires, c'est ce que les anglo-saxons appellent une lag métrique, c'est-à-dire une métrique d'après-événement qui est d'aucune utilité pour influer sur le futur. Par contre, ton nombre d'estimations, ton nombre de rendez-vous vendeurs, etc., c'est une information qui est prédictive de ce qui va se passer plus tard dans ton business. Et celle-là, elle est fondamentale et c'est la seule métrique à suivre finalement. Et donc, tu as ça, plus de l'humain. Obligatoirement de l'humain, parce que sinon, en fait, tu mets un comptable à notre place. Sauf que tu as forcément de l'humain. Et donc, pour faire court, parce que je parle beaucoup, mais pour la même histoire, en plus de toutes ces méthodes, etc., dans l'humain, il y avait un collaborateur qui s'appelle Sébastien d'ailleurs, et je vais rendre l'histoire publique, après je pense qu'il ne m'en voudra pas, mais, mais moi je trouve que cette histoire, même si elle est un peu compliquée pour lui cette période, moi je trouve qu'elle est courageuse de fou. Je vais voir l'agence en août, je la rachète en septembre, octobre. Et en septembre, je crois, mais bref.
Et en août, je vais les voir juste avant, en juillet, fin juillet, je vais les voir juste avant que je parte en vacances. Je vais voir l'équipe avec l'ancien vendeur, puisque là, j'avais mon crédit, etc., qui réunit son équipe chez Ceinture 21 et qui dit, bah voilà, je vous présente Cyril, on se connaissait, on était sur le même terrain, Imoclé, qui va vous reprendre. Et donc là, moi, je partais en vacances, c'était le jeudi soir, et je partais en vacances le samedi matin. Et du coup, moi, j'avais déjà tous leurs chiffres et tout, donc je savais qui vendait, etc. Et là, je leur explique le projet, comment je travaille, mon état d'esprit, etc. Machin et tout. Et je sais que je peux leur faire un peu peur parce que j'arrive un peu en mode, de toute façon, c'est hors de question que ça reste comme ça. Et j'ai plein d'idées, etc. Mais je sais que je peux faire un peu peur et je sais que des fois, je suis un peu cash et que je peux être froid, un peu. Enfin, je me donne un peu l'impression d'être froid. Et du coup, je leur dis, voilà comment ça va se passer. Si vous avez des questions, vous m'appelez, vous avez mon numéro qui est là. Même avant le rachat, ça ne me dérange pas d'échanger. Et je m'en vais. Le vendredi, à 14h, je reçois un texto de Sébastien, qui était un des vendeurs de Ceinture 21, et qui me dit, est-ce qu'on peut se parler? Moi, je partais en vacances pour 3 semaines le lendemain matin. Et je dis, oui, ben, je pars en vacances demain. Par contre, il me dit, bah, ce soir, ça ne te dérange pas et tout. Putain, moi, j'avais la flemme, pour être honnête. J'avais 1 milliard de trucs à faire. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'il veut? En plus, j'avais vu ses chiffres, ils étaient moyens. La réputation qu'il avait, c'est qu'il était un peu pas mou, mais c'est quelqu'un qui fait pas de bruit, etc. Bon, je me dis, bah, allez, je le reçois. Il vient me voir et on discute et il est en train de m'expliquer qu'en fait, il est à 2 doigts de démissionner et que mon discours, ça l'a remotivé, mais que voilà. Et en creusant avec lui, je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'en fait, il a plus de résultats. Mais par contre, quand on parle les années d'avant, il a quand même réussi à faire 120, 130 000. Et moi, je trouve que c'est un très bon chiffre avec les outils qu'ils avaient. Et je me dis que s'il fait ça chez lui, chez moi, il peut faire 200 et c'est ce qu'il fait aujourd'hui depuis des années. Donc, c'est un vendeur qui fait 200 000. Et quand tout à l'heure, je te parlais de certains qui n'avaient pas des capacités commerciales de ouf, mais qui étaient organisés bosseurs, bah, lui, c'est pile poil l'exemple. Et que sur un terrain de foot, c'est pas un numéro 10, c'est un défenseur, un libéraux, mais tu en as autant, voire plus besoin qu'un numéro 10. Bref. Et donc, du coup, je discute avec lui et je me rends compte que ça fait 6-7 mois, il n'y a pas une super ambiance dans l'agence, il ne vend pas grand-chose, il est à la rue, mais qu'il y a sa femme qui crée une salle de sport et du coup, qui n'a pas de revenus. Donc, lui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il bosse la nuit. Donc, le mec, il bosse la nuit pour avoir un minimum de thunes et la journée, il fait agent immobilier. Donc là, je dis, waouh, mais laisse tomber. Je lui dis, écoute, c'est impossible de faire ça. Même moi, je ne m'imaginerais pas faire ça. Par contre, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que c'est un bosseur. Parce que moi, je ne serais pas capable de faire ce qu'il faisait là. Même si je n'aurais pas eu forcément besoin au niveau commercial. Et je me rends compte qu'il est très courageux et que c'est très beau ce qu'il fait, etc. Donc, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Parce que moi, j'ai besoin de temps pour vivre. D'accord. Je lui dis, donc, tu as besoin de temps pour vivre. Et du coup, tu bosses la nuit pour avoir ce temps ou t'en rapprocher et après, tu fais la journée. Sauf que la journée, ça t'empêche de faire ça. C'est un cercle vicieux. Et en plus, tu es crevé, tu as des mauvais résultats, etc. Machin et tout. Tu es dans une spirale négative et tout. Je dis, écoute, tu sais quoi? Je rachète en septembre. Tu tiens le coup jusqu'en septembre. En septembre, le moment où je rachète, il était agent co. Parce que j'ai des salariés, j'ai des agents co. Aujourd'hui, il est salarié. Mais je lui dis, au moment où tu rachètes, pendant 4 mois, je te donne ce que tu as besoin. Je te donne ce que tu as besoin tous les mois, mais tu démissionnes de tout et tu te concentres pendant 4 mois que sur l'immobilier. Tu dors la nuit, la journée, tu fais de l'immobilier et moi, je te donne ce que tu as besoin pour vivre. Et au bout de 4 mois, on fait le point. Si ça marche, c'est une avance, tu me les rembourseras et il me les a remboursés. Et je tiens à le dire parce que c'est pas un cadeau comme ça. C'est pour ça que je raconte cette histoire-là. On peut me dire, ouais, Cyril, il est super généreux. Non, non, non. C'était un deal parce que moi, j'ai un commercial aujourd'hui qui me rapporte énormément d'argent. Donc, c'était un deal et il m'a remboursé. C'est tout. En fait, il n'y a pas de. Et donc je lui dis, si ça marche, tu me rembourses. Si ça ne marche pas, on arrête et tu me dois rien. Moi, je suis un entrepreneur, j'investis. Quand je fais de la pub, j'investis 1000 balles dans une pub. Je ne sais pas ce que ça va me rapporter. Ben là, c'est la même chose, j'investissais. Et du coup, tout ça pour dire qu'il y avait évidemment les stats, les chiffres, les méthodes, des trucs très robots. Et évidemment aussi de l'humain, où là, son histoire, elle m'a ému. Et sur une personne, en plus, je n'avais pas forcément un avis positif, un avis favorable. Ça se trouve, je ne l'aurais pas gardé s'il n'était pas venu me voir. Et du coup, bah voilà. Et aujourd'hui, c'est un ego qui fait 200 000 et qui est au top. Évidemment, quand tu as vécu une histoire comme ça, etc., tous les Keller Williams de la Terre peuvent lui proposer ça, etc., il n'ira pas. Donc, ça fait aussi partie de comment tu fidélises tes équipes. Bah, c'est rien que pour cette histoire, je suis content qu'on ait abordé ce sujet-là et pas l'autre que je voulais aborder. Oui, bah ouais, écoute. Ouais, très bien. On a un petit commentaire de Céline. Salut Céline Jankowski qui nous dit donc merci Cyril pour ce témoignage d'entrepreneur avec ses réussites et ses échecs et aussi votre vision panoramique de toutes les compétences à avoir ou à déléguer. Vous parlez de stratégie. Quelle vision avez-vous à long terme pour votre activité? Continuer la croissance? Point d'interrogation. Alors, il y a à long terme, il y a… Tu dis ce que tu peux dire. Et on terminera là-dessus.
j'ai pas de… Non, parce que enfin, j'ai pas de secret ou quoi. Parce que je pense que personne dans l'immobilier va inventer l'eau chaude. Les méthodes pas 36 options pour la suite, en tout cas. Non, puis les méthodes commerciales, elles sont ce qu'elles sont. C'est toujours pareil, je trouve, au niveau commercial. Donc, ce qui est notre métier, c'est que sur le terrain, c'est le rapport humain, il ne bouge pas. Après, ce qui peut bouger, c'est ce qu'il y a autour. Alors, j'ai aucun avis sur les… J'ai plein de questions et j'ai plein de… Sur la méthode qui marchera. Est-ce que c'est mandataire? Est-ce que c'est des systèmes comme Keller Williams ou Pemex où ils sont pleins au même endroit? Est-ce que c'est des petites agences comme moi j'ai? Est-ce que c'est des agences machin? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il y aura de l'immobilier toujours partout pareil, que c'est des rapports humains, etc. Évidemment, continuer la croissance, oui, mais là, je veux la stabiliser un petit peu parce que quand on est en pleine croissance, on a des soucis de trésorerie. Et les soucis de trésorerie, voilà, les soucis de trésorerie, ça empêche aussi certains projets. Donc bon, je suis toujours en croissance, mais j'avais des croissances. En 2016, je faisais 600 000 de chiffre, là je fais 3,5 millions. Mais tu sais que Cyril, c'est très important pour dire, parce que c'est un peu contre-intuitif et je suis ravi que tu l'évoques juste là très rapidement parce qu'on vit ça nous aussi un petit peu là en interne. C'est que l'hyper-croissance, entre guillemets, c'est pas sans tension sur la trésorerie des entreprises. C'est un truc dont on n'a pas toujours conscience. Putain, mais le business ça explose et tout, genre, c'est top. Mais en fait, il peut y avoir, pour des questions de besoin en fonds de roulement, etc., il peut y avoir parfois des tensions de trésorerie. Et c'est très difficile. C'est facile d'en parler après. Mais quand on est dedans, c'est impossible parce que comment tu peux refuser du business alors que on est né pour ça? En plus, on est des commerciaux, on a envie de ça. Alors qu'en fait, c'est pas refuser le business qu'il faut, mais c'est te calmer un petit peu dans tes idées, tes ouvertures, tes machins, tes trucs. Parce qu'en fait, on n'est pas des comptables et on se rend pas compte que quand on embauche, eh ben, il y a une période, même en agent co, parce que ça va être du temps. Ton temps, c'est du taux horaire. Des ressources. C'est de l'argent. Bien sûr. Et du coup, tu sais que tu embauches, tu vas peut-être avoir des fruits dans 7-8 mois. Donc, c'est pas grave. Mais sauf que si tu en embauches 1000, et ben en fait, tu vas avoir des fruits dans 7-8 mois, eux, ils vont te prendre 1000 fois du temps, de l'argent, etc. Et là, ça peut juste te faire scratcher, en fait. Et il y a beaucoup de boîtes qui scratchent en pleine croissance. C'est là où tu es fragile, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai stabilisé un petit peu, mais on fait toujours un peu de croissance, donc tant mieux. Mais l'avantage de la croissance, c'est que ça fait de la trésor, du résultat. Et le résultat, ça te permet d'avoir des nouvelles idées. Là, je vais ouvrir une agence pour répondre à Céline. Je vais ouvrir une agence sur Lyon même. Ben là, aujourd'hui, j'ai 500 000 de trésor pour ouvrir cette agence. Alors, je n'ai jamais ouvert d'agence avec de la trésor. Chaque fois que j'ai ouvert des agences, c'était avec du découvert autorisé par la banque ou des sous que mes parents m'ont prêtés ou moi qui… mais des prêts que je n'ai pas remboursés. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Mais là, aujourd'hui, j'ai 500 000, on va dire, officiels, tranquilles de trésor qui me permettent de tout de suite embaucher, tout de suite faire les travaux, tout de suite faire la bonne pub, tout de suite prendre le temps de recruter les bons négos parce que tu n'as pas besoin de chiffre d'affaires tout de suite, etc. Ouais, donc, j'ai ça et j'ai un gros projet depuis 2 ans. Mais je peux en parler, mais c'est pas… Là, par contre, c'est un peu l'eau chaude, c'est rendre notre métier récurrent. Parce que moi, avec tous les prêts que j'ai faits, tous les rachats que j'ai faits, etc., ce que j'ai toujours entendu sur la Transac, alors, parce que je fais de la gestion du syndic aussi, donc là, il n'y a aucun problème pour avoir des prêts, parce que c'est récurrent. C'est-à-dire que le 1er janvier, tu sais combien d'argent tu vas gagner. Ouais. Et la Transac, on me dit, ouais, mais c'est pas récurrent. Tu vends une maison, il faut en trouver une autre, etc. Ce qui est vrai. Sauf que moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier maintenant, et en fait, j'ai toujours fait du chiffre, et c'est toujours monté. Donc, en fait, pour moi, il est récurrent, ce métier, sauf qu'on ne peut pas le prouver. Et donc, du coup, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Et aussi dans le recrutement, pour qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui, je suis capable de dire que mes agences, elles apportent 3 ou 4 estis par mois à chacun de mes collaborateurs. Et ça, c'est ma façon de travailler, mon marketing, etc. Donc après, avec du marketing automatisé, machin, il y a plein d'outils. Mais en fait, c'est ce que je suis en train d'essayer de fabriquer pour dire à un égo, quand tu rentres chez moi, tu as 7-8 estis par mois. Sur les 7-8, tu vas en concrétiser 2. Donc, tu as 2 mandats juste parce que tu es chez Lyon Rose. Sinon, en fait, on sera toujours à la course à celui qui donne le plus au négo, à celui qui… Et je pense qu'il faut qu'on apporte aussi du service, beaucoup plus de service au négo. Donc, j'ai un prospecteur, je suis en train de recruter un système de téléopérateur, etc., plus tout le marketing. Et ça, la trésor, ça permet aussi de faire ce genre de trucs. C'est très clair, merci pour tout ça Cyril. Du coup, je t'ai fait perdre 30 secondes tout à l'heure pour aller chercher un livre et on va conclure là-dessus. Et si vous avez des commentaires pour Cyril, on en a un Philippe qui nous dit une formidable émission, beaucoup d'intérêt pour toutes les informations partagées par Cyril. C'est gentil. Merci Philippe. N'hésitez pas, c'est le moment d'abord de liker là, ensuite de commenter, de poser éventuellement une dernière question à Cyril. Et pendant ce temps, Cyril, est-ce que tu as un livre à recommander aux gens qui nous écoutent? Oui, parce que du coup, tu m'as… juste avant la visio, tu me dis au fait, à un moment donné, je vais te demander un bouquin et tout. Donc, des bouquins, j'en ai plein, évidemment, parce que c'est enrichissant et je pense que c'est bien
le savoir. Mais du coup, je suis allé en chercher un qui était sur la table de chevet parce que je n'ai toujours pas fini. Je mets longtemps à le lire. Mais il est passionnant. C'est un bouquin qui s'appelle Les secrets des All Blacks. Ouais. Donc en plus, c'est bien parce que alors bon, c'est un bouquin qui explique l'équipe des All Blacks. C'est l'équipe de sport collectif qui a le plus gagné au monde et dans tous les sports depuis des années, etc. Alors que la Nouvelle-Zélande, c'est un tout petit pays. C'est un tout petit pays, bien sûr. Et donc, du coup, ils ont des méthodes dans le recrutement, dans la formation, dans l'engagement, dans l'état d'esprit, dans la fidélisation, etc., qui sont ouf. Et donc, évidemment, c'est un parallèle avec le sport, mais c'est que sur le management. Super. Donc, du coup, alors c'est d'actualité parce qu'on les a tapés samedi soir et au Stade de France. Et en plus, j'y étais avec mon père. Donc, j'ai kiffé. Mais je suis fan de rugby, etc. Donc, forcément, c'est intéressant. Mais même quelqu'un qui n'est pas fan de rugby, il faut qu'il lise ça. Je stabilote toutes les 2 pages. Je stabilote des trucs que je relis après. C'est… voilà, par exemple, 3 facteurs qu'il estime indispensables à la motivation. On en parlait tout à l'heure de la motivation. Et là, j'ai ouvert une page au hasard. Hein. La maîtrise, l'autonomie et une mission. Il faut des objectifs, il faut une vraie mission, yes. etc. Tout ça, ça permet de mesurer. Ta motivation, elle a besoin de mesurer. Et en fait, tout ça lié au sport, en général, mais très, très tourné sur les All Blacks. Il leur arrive des histoires de fous. Là, je peux te garantir qu'avec les 2 défaites qu'ils viennent de subir, c'est la première fois dans toute leur existence, hein, donc depuis plus de 100 ans, qu'ils perdent 2 matchs d'affilée. Les All Blacks, ils n'ont jamais perdu. En Europe, l'Irlande et la France. Voilà. Et donc, je peux te garantir, et on peut le noter dans les commentaires, qu'il y a la Coupe du Monde dans moins de 2 ans. Ça va leur servir de leçon pendant 2 ans. Et dans 2 ans, ils vont la gagner, la Coupe du Monde, où ils sont en finale. Parce que c'est impressionnant. Ils laissent rien au hasard. Ils revoient tout. Ils intègrent les joueurs. Ils ont des piliers. Ils ont des cadres dans les joueurs pour que quand les nouveaux arrivent, ils soient tout de suite dans le bon état d'esprit, tout de suite lancés. Et c'est une leçon pour nous que quand tu recrutes un collaborateur et qu'il arrive, ça doit être le meilleur collaborateur, tu doit être la meilleure agence. Si tu n'as pas de méthode d'intégration, si tu n'as pas d'état d'esprit, si tu n'as pas des marqueurs à différents endroits qui montrent qui t'es. Quand tu vas chez les All Blacks, de partout, il n'y a pas de hasard. D'accord ? Tu prends ta douche, il n'y a pas de hasard. Sur le parking du stade d'entraînement, il n'y a pas de hasard. Enfin, voilà. C'est à la fois très robot, mais lié à l'état d'esprit, donc à l'humain. Donc voilà. Donc en fait, voilà, c'est 15 leçons de leadership et c'est chez Thierry Soucard, Les secrets des All Blacks. Voilà. Cyril, merci beaucoup pour cette recommandation et aussi, surtout, merci beaucoup pour cette petite heure passée ensemble. C'était ça passe vite. Ça passe très vite. On n'a pas parlé de ce qu'on devait parler. Mais… Non, mais on y reviendra. En tout cas, je sais que ça a été très enrichissant pour les gens qui nous ont écoutés et qui nous ont vus. On reparlera de la gestion du syndic du neuf. On parlera de plein de choses une prochaine fois. Merci beaucoup, en tout cas, pour le temps accordé. Merci à tous, encore une fois, de votre présence. Merci, Clément. Merci à tous ceux qui nous mettent des petits commentaires maintenant. La semaine prochaine, j'accueillerai Myriam Lamonaka qui viendra nous parler du mouvement Femimo. Et puis, la semaine suivante, on accueillera Guillaume Galland qui viendra nous parler des enchères comme mode de commercialisation. Donc voilà, encore un sujet très intéressant. Une bonne idée, ça. Ouais, ça va être intéressant de voir ça. Merci encore une fois, Cyril, beaucoup de ta présence et de tout ce que tu nous as partagé. On se retrouve. À toi, merci aussi à tout le monde. À Céline aussi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on se connaît pas trop perso, mais je suis aussi ce que tu fais. Cool. Et puis Facebook User. Merci Facebook User. Voilà, merci à tous encore une fois de votre présence. On se retrouve mardi prochain en live et puis sur votre plateforme de podcast préférée. À très très bientôt. Passez une belle journée et une belle semaine. Ciao. Ciao, ciao.